Hello à tous, c'est Yoel de First Player. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos qui commence avec celle-ci, qui s'appelle donc Cette année-là. Et le but va être de retracer un petit peu une année complète, une année calendaire donc de janvier à décembre, et voir un peu les jeux qui ont été marquants, revenir un peu sur l'As d'or, le Spiel, le Diamant d'or, ce genre de choses, et voir les jeux qui sont restés un petit peu, ou pas, en rayon et chez les gens sur les tables. Voilà. On va commencer cette première série avec 2019, et puis je propose qu'on démarre tout de suite. Allez, on est parti. Bon alors, vu que j'ai plein de trucs à vous montrer fatalement à l'écran, je vais être sur mon setup de stream, que ceux qui nous regardent sur Twitch connaissent maintenant, parce qu'effectivement, on va vous passer pas mal de temps sur BGG pour vous montrer directement les trucs visuels, ce sera beaucoup plus simple, et voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à activer la cloche, à suivre la chaîne, tout ça pour être tenu au courant des différentes vidéos qui arrivent, et surtout en commentaire, dites-moi quel jeu vous avez vraiment vous retenu en 2019, celui que vous avez le plus marqué. Alors, je vais me baser pour beaucoup sur les dates de sortie VO, parce qu'elles sont plus facilement accessibles. Pour ce faire, je me suis quand même basé sur la liste BGG et le classement par rapport aux années, par rapport au rang général. Donc voilà, globalement, on va démarrer tout de suite avec celui qui est le plus haut des jeux de 2019 dispo sur BGG. C'est Clank, le jeu Legacy. Clank Legacy est 8e en thématique, 22e au général, donc c'est quand même un jeu qui a pas mal marqué. À noter qu'en France, il a beaucoup été déstocké, parce que le jeu a marché un petit peu au début, mais avec un tarif quand même relativement élevé, vu qu'on est autour de 100 euros pour la boîte au départ. Et voilà. Après, moi, je suis pas un grand client de Clank, mais le Legacy, de ce que j'en ai vu, ce que j'ai écouté, ce qu'on m'a rapporté, a un côté vraiment beaucoup plus drôle, qui marche vraiment mieux à ce niveau-là, et c'est assez bien foutu. À noter qu'en termes de notes, on est à 8.5, c'est quand même une excellente note BGG. Et voilà. Et vraiment, on est sur un gros Legacy, jouable une fois que c'est fini, même si généralement, je trouve ça un peu chiant à faire après. Ça, c'est très perso. Et voilà. Donc ça, c'est étonnamment le jeu le mieux noté de BGG en 2019. À noter que le jeu en plus a légèrement disparu des rayons, comme on l'a dit, vu que ça a été un peu bradé partout. Même si la gamme Clank, elle, reste, elle s'est imposée. Le Legacy, notamment, est un peu passé outre, en tout cas en France. Voilà, c'est un peu ça qu'on peut dire. On enchaîne tout de suite avec la suite, le jeu qui est juste après dans le classement, à savoir Wingspan. Wingspan, clairement, il est numéro 2 en famille, 39 en stratégie. Pour moi, ça se discute, voilà, mais 30e au classement général. Wingspan, c'est sans doute le jeu parmi toute la sélection de 2019 qui est le plus marquant parce qu'il s'est vraiment imposé. Ils en ont vendu des tétrachiers. À noter que Wingspan, qui vient d'arriver, est aussi un immense succès. Voilà, perso, je suis pas très client, mais le jeu fonctionne, le jeu est efficace et tu peux pas être aussi bien réputé si jamais il n'y a pas quelque chose. Voilà, moi je trouve ça chiant, on va pas se mentir, mais le jeu est vraiment marquant à ce niveau-là et je trouve que c'est un excellent jeu passerelle pour les gens justement qui jouaient essentiellement à du familial pour passer un petit peu après à l'initié. Le jeu fait très bien le taf à ce niveau-là. À noter, mais ça on verra ça aussi plus tard, qu'il a eu le Spiel cette année-là. Donc oui, le jeu fonctionne. J'ai beau ne pas l'aimer, ce serait moche de dire que ça ne marche pas. Voilà. Et pareil, donc vous avez les infos ici directement pour avoir le ranking du jeu, tout ça. Donc vous pouvez voir ça assez facilement. Après Wingspan, on va avoir pour moi le jeu le plus marquant de l'année. À titre personnel, c'est Barrage. Barrage, jeu qui est dans mon top 10 globalement, parce que c'est très très solide. C'est peut-être un des rares jeux experts qui aujourd'hui a une thématique qui est aussi forte et aussi imbriquée avec sa thématique et sa mécanique. Et ça, c'est plutôt rare pour l'expert, ce qui le rend le jeu vraiment très cool. Moi, j'ai adoré. D'ailleurs, le jeu aujourd'hui est complètement sur les tables des joueurs. D'ailleurs, ils sortent une big box anniversaire, collector, machin, sur Kickstarter. Donc, le jeu cartonne toujours autant. Il est toujours joué. Il est dispo sur BGA. C'est un des jeux, moi, que je sors régulièrement aussi. Vraiment, le jeu est complètement actuel, alors qu'il a déjà quand même du coup 5 ans. Et ça, c'est plutôt chouette. Ça fait partie des experts un petit peu qui marquent leur époque. Et il n'y en a pas tant que ça au cours des 5-6 dernières années. Donc ça, Barrage, on fait un petit cœur parce qu'on l'aime d'amour quand même si le jeu est un peu violent pour beaucoup d'entre nous. Voilà, on va pas se mentir. Séverine refusant catégoriquement d'y jouer, par exemple. Team Frustration, c'est pas son délire. Autre jeu marquant de l'année, évidemment, Marvel Champion. Marvel Champion, c'est sans doute le meilleur jeu solo pour moi sur le marché. C'est du jeu de cartes évolutif. Alors évidemment, ils ont quasiment rien inventé avec Marvel Champion, vu que tout a été fait à la base sur Horror Arkham, pardon, excusez-moi. Et là, du coup, ils ont fait pareil, sauf que les mecs avaient leur slip sur le pantalon et pas en dessous. Et ben, ça marche du feu de Dieu parce que du coup, t'as pas le côté campagne, ce qui fait que tu peux lancer un scénar facilement et tout ça. Après, encore une fois, on est sur un LCG. Si tu veux tout, ça coûte vite très cher. Et voilà. Mais le jeu est marquant. Très clairement, moi, à titre personnel, il me manque ce côté compétitif sur un jeu de cartes qui fait que Marvel Champion, je vais y jouer une fois ou deux si tu me proposes,
mais je vais jamais avoir envie d'y revenir et de le poncer pour de vrai. Mais le jeu marche et vraiment, il a ses aficionados. Et nous, on sait qu'en boutique, tu as à chaque nouvelle sortie les gens qui viennent acheter les extensions systématiquement. Du coup, limite, tu as tes trucs déjà réservés à l'avance. Et voilà, le jeu est vraiment nickel là-dessus. Ils ont fait un super taf. Et quelque part, ça montre aussi que les seuls LCG qui marchent dans le temps sont vraiment les coopératifs, parce qu'on se rapproche le plus peut-être d'un feeling jeu de plateau. Voilà, là où les compétitifs, forcément, finissent par s'essouffler. Donc ça, c'est plutôt cool en le champion. Et si vous aimez les jeux solo et que vous ne le connaissez pas, allez-y. Ça marche aussi à 2, mais c'est vraiment du solo pour moi. Apparemment, 2019, c'était un peu l'année des jeux un petit peu agressifs, vu qu'après Barrage, on a Pax Pamir. Pax Pamir aussi, on est dans de la violence. C'est un combo couteau dans une cabine téléphonique. C'est un peu technique. La partie peut durer 10 minutes ou 1h30. C'est violent à souhait, c'est opportuniste. Clairement, on est sur un jeu qui est très très typé de Call Weirle. Bah, comme quasiment tous ces jeux, ils sont très thématiques et très spéciaux quelque part. Moi, j'aime beaucoup, d'ailleurs, c'est le seul Pax que j'aime bien jouer. Je crois que c'est un des seuls jeux que Séverine a rage quit pendant la partie, genre tour 2, c'était allez, ciao. Ciao Bambino, c'est de la merde ton jeu, c'est beaucoup trop agressif pour moi. Voilà. C'est particulier parce que il y a ce côté vraiment alliance mouvante, constante et le fait que tu peux prendre des blowouts infinis. À noter d'ailleurs que si le jeu te dit, si jamais il y a 4 points d'écart pendant la partie, fin de la partie. Rien que ça te donne un petit peu le côté genre ça va être violent. Et ça l'est. Donc vraiment, c'est pas pour tous les publics, mais je pense que si vous avez la cible pour Pax Pamir, c'est vraiment, vraiment très bien. Mais il faut pas être rancunier par contre, parce que ça se passe pas bien sinon. Très très mal la rancune, pas bien, faites pas ça chez vous. Je ne sais pas si personnellement je l'aurais mis dans mes jeux les plus marquants de l'année, mais pour le coup Séverine l'adore, on y a pas mal joué, donc c'est Toulouse Death Medaille. Le jeu est quand même 58 au classement général, donc évidemment ça a bien fonctionné. C'est du grand Eric Lang, pour le coup ça marche bien, c'est rapide, c'est nerveux, c'est efficace. Et t'arrives, alors pour le coup en plus moi j'aime pas le thème, donc ça aide pas des masses à l'apprécier, mais on est sur un jeu qui est ultra efficace et qui te fait ressentir... Et pour le coup, c'est assez étonnant, tu es constamment sur la corde, dans le sens où il n'y a pas de scénar que tu vas défoncer, et tu vas toujours gagner à 1 ou 2 tours près, c'est toujours très tendu, et en ça, le jeu est très très efficace, c'est un des rares dungeon crawlers auxquels je joue, déjà parce que j'aime pas ça en général, mais là ça fait plaisir à madame, donc des fois il faut, et voilà, donc vraiment, tout le Death Medaille, c'est plutôt chouette, c'est efficace, et vu le nombre de gens qui l'apprécient, on est sur un gros truc. Est-ce qu'il est encore joué actuellement ? Oui. Est-ce qu'il est encore vendu actuellement ? La réponse est pour moi non. Genre en boutique, j'en ai pas vendu un depuis 5 ans, ça n'existe plus. Mais le KS a marché, le KS pour la saison 2 a aussi fonctionné. Et donc du coup, c'est plutôt agréable si vous aimez un peu le genre. En plus, il y a la figurine absolument démesurée de Cthulhu qui fait 12,37 m, où on peut en cacher 2 comme moi derrière. Et voilà, donc ça c'est assez dingo. Mais donc Cthulhu, ouais, c'est... j'aime pas cette licence. Lovecraft, je suis navré, hein, mais... Autre jeu expert qui a marqué un petit peu l'année, c'est Maracaibo. Maracaibo, en 2019, au moment où ça sort, c'est un espèce un peu de best-of de tout ce qu'a fait Pfister dans ses précédents jeux, donc du Great Western, du Mombasa. Tu retrouves un peu les systèmes un petit peu connus de ces jeux-là. Et donc, c'est assez efficace, ça marche très bien. Donc, je sais qu'on a beaucoup aimé à l'époque la campagne, qu'on avait fait en une traite quasiment. Avec le recul, à la fin de la campagne, je me suis dit, putain, en fait, en vrai, ça me donne surtout envie de rejouer à Great Western. Et donc Maracaibo n'est revenu chez moi que cette année. Parce que l'envie d'en refaire un petit peu, et Pirate, pour le coup, qui est sorti aussi cette année, est vraiment, vraiment excellent. Donc je suis pas sûr que le jeu va continuer à se vendre dans le temps, mais en tout cas, jusqu'à maintenant, il est très efficace, il fonctionne, il fait partie du top jeu pour beaucoup de monde. D'ailleurs, on est sur un 66e rang global BGG, donc il est vraiment dans le haut du panier. Mais je pense qu'à titre perso, je lui préfère d'autres Pfister, et je pense que d'autres Pfister resteront plus facilement dans le temps. En plus. Donc voilà. Bon, là, on parle de choses sérieuses. On parle de The Crew. The Crew, c'est marquant. The Crew, c'est un jeu qui a, pour moi, redéfini un peu le jeu de pli. La première fois que j'ai essayé ça, on l'avait en allemand. C'était chez Dim & Cat. On devait jouer à des jeux pour le Diamant d'Or. Et on a lancé The Crew et ça a duré 4 heures. On a enchaîné l'émission comme pas possible. Pour moi, c'est un de ces jeux un peu marquants. Je vais pas dire générationnel parce que le mot est extrêmement fort, mais de ces jeux qui définissent, genre qui font date un petit peu dans le jeu et qui sont assez incroyables. Et pour le coup, The Crew, pour moi, c'est un petit peu ça. C'est très très fort. Ça fait partie de ces jeux où tu te dis genre putain, on aurait dû y penser. Genre c'est tellement évident une fois que tu as vu le jeu et comment ça tourne, tu te dis genre bah, on l'avait sous les yeux depuis tout ce temps parce que c'est juste de la blood coopérative et pas chacun pour soi. Et voilà. Et il y a ce côté où pour moi c'est ça d'ailleurs souvent les bonnes idées, c'est que tu as un côté évident qui vient après. Et tu dis genre oui, et ben The Crew c'est oui, un peu comme The Gang maintenant, voilà, oui,
On veut ça. Donc The Crew, est-ce que ça se vend encore? Oui. Et ce qui est fou pour The Crew, c'est que déjà à l'époque c'était assez incroyable, mais le The Crew 2, genre écrase le 1 sur tous les points, il est juste 100% mieux, et je trouve ça encore plus fou d'avoir réussi à améliorer un truc qui était aussi bien au démarrage. Voilà, et ça c'est plutôt balèze de la part de Thomas Singh et Cosmo. Voilà, Cosmos, très très fort, on aime beaucoup. On reste dans les jeux plus légers parce que, évidemment, les notes BGG, très souvent, font la part belle aux gros jeux experts. Et ben c'est Cartographeur, qui, pour le coup, a su se faire une place un petit peu dans ce milieu ultra bordélique qui est le flip, roll, divide and write, globalement, fuck and write, comme on dit à la maison. Parce qu'il a ce côté ultra cool où tu vas prendre tes crayons de couleur, indispensables pour jouer au jeu, et tu vas faire un peu ta vie. Ils ont mis un peu d'interaction, pour moi, qui est un peu mytho, vu qu'en fait, dès que tu as un monstre, tu passes ta feuille à l'autre, qui va le mettre où il veut pour t'embêter. Alors qu'en vrai, il va le mettre à l'endroit le plus chiant que toi aussi t'as vu dessus. Donc on pourrait te dire, mets-le toi-même à sa place là, et ce serait ok. Mais Cartographeur, ouais, c'est vraiment le... Avec Welcome évidemment, qui s'est vraiment imposé en mastodon en termes de roll and write, celui qui a peut-être fait le plus son trou là-dessus et qui reste encore en rayon aujourd'hui, alors que plein d'autres qui sont passés à ce moment-là, ont eux par contre vraiment disparu des rayons. D'ailleurs, Cartographeur a encore des extensions qui sortent régulièrement, pas mal de choses, c'est vraiment très bien, l'appli est top. Donc si vous aimez les roll and write, Cartographeur, ça marche vraiment très bien. Autre jeu qui a marqué cette année, à savoir It's a Wonderful World. C'est d'ailleurs un jeu pour le coup made in France, vu que c'est la boîte de jeu et Fred Guérard qui sont derrière ce jeu, avec Anthony Wolf aux illustrations. Et au moment où c'est sorti, ça a été, on va pas se mentir, un vrai raz-de-marée. C'est-à-dire que même sur les réseaux partout, il n'y en avait que pour It's a Wonderful World. C'était le tueur de Seven Wonders, parce qu'effectivement, tu es sur un jeu de draft où ça ressemble beaucoup à Seven Wonders mécaniquement. Et voilà, et globalement, le jeu a cartonné. La campagne KS avait réussi. C'est un jeu qui s'est beaucoup vendu en boutique, et d'ailleurs qui reste aujourd'hui toujours vendu. Moins que Seven Wonders actuellement, c'est-à-dire que le jeu a vraiment eu une espèce de pente croissante incroyable en boutique, même sur KS, tout ça. Et maintenant, il rentre un petit peu dans le rang. Tu vois, et, ça n'empêche pas que pendant bien 3-4 ans, ça a été vraiment un gros succès. Ça se vendait de ouf, et en tout cas en France et en boutique. Donc je parle vraiment de l'expérience qu'on a nous en boutique là-dessus. Et voilà, moi je suis pas un grand client parce que je trouve que parfois tu as ce côté où vu que les cartes sont pas triées par âge ou par nombre de joueurs, des fois tu pars sur une strat qui marche pas parce que voilà. Tu as plein de choses qui font que... Mais par contre, je trouve qu'effectivement à 4-5 joueurs, t'as pas beaucoup de jeux qui font mieux sur ce temps limité et avec des règles aussi faciles à prendre en main. Et ça, c'est plutôt un tour de force. Donc voilà, It's a Wonderful World. Moi, je suis pas la cible. C'est pas ce que je préfère, mais vraiment, pour le coup, le jeu a été un immense carton et il s'est beaucoup vendu jusqu'à il y a encore pas longtemps, je dirais. Et voilà, parce qu'en même temps, il y a eu des campagnes régulières. Donc ça fait partie des jeux marquants de 2019 pour moi, It's a Wonderful World. Bon, lui, je l'aime pas. On va pas se mentir. Lui, j'ai dans le pif. Res Arcana, pour moi, c'est un jeu, genre, on se fait chier. Tous, le monde ludique se fait chier depuis un paquet d'années à essayer de montrer que c'est pas un univers de geek qui joue dans sa cave et pas douché depuis 4 semaines. Et Res Arcana, pour moi, ça te ramène tout ça. Vraiment, je sais, c'est pas juste ce que je dis, c'est pas juste, c'est vraiment le feeling que j'en ai personnellement, et je le déteste. Mais vraiment. Et vraiment, c'est un jeu en plus où, une fois tous les 6-7 mois, je lui redonne sa chance. Parce que je me dis, j'ai trop de potes dont j'aime bien les goûts généralement et machin, qu'il aime bien. Donc à chaque fois, il me propose d'y jouer, on y retourne, et à chaque fois, mon feeling après la partie, c'est pourquoi j'ai fait ça. Je déteste ce jeu. Désolé, Tom Lehman. Pour moi, tu fais plus rien de bien depuis un moment maintenant, mais c'est pas grave. Hein, t'as fait Race for the Galaxy et pour ça, merci infiniment. Mais voilà, non, Res Arcana. Après, le jeu est excellent pour beaucoup de monde. D'ailleurs, ça gagne l'As d'or l'année suivante quand le jeu arrive en France. C'est très bien pour beaucoup de monde. Et d'ailleurs, la version duo arrive cette année, qui est une version duo standalone parce que vraiment le jeu marche très bien à deux. Donc t'es là, genre, pourquoi tu fais une boîte duo? Parce qu'en fait, t'as une boîte duo à 19 balles. Et ça, c'est très fort pour jouer si jamais tu continues à jouer uniquement à deux. Voilà. Mais il est là parce qu'il a marqué les gens. J'avoue que si ça tenait qu'à moi, il calerait une porte. Voilà, on va pas se mentir. Mais bon, il faut penser aux autres. Et enfin, il fallait bien un jeu beaucoup plus léger, d'ailleurs qui lui aussi a eu le Spiel l'année suivante, c'est Pictures. Pictures est un party game qui malheureusement au moment de la sortie a pas eu de chance. Parce qu'en gros, au moment où il y a le Spiel, t'es en plein Covid, du coup un party game, c'est compliqué parce que t'es limité à 2 chez toi, donc tu partis pas trop.
En plus, tu es sur un tarif qui est assez élevé pour un jeu d'ambiance, vu qu'on était au départ autour de 40 balles, quand les conneries machin tournent autour de 20 euros. Mais en même temps, le matos dedans est absolument fou, vu que Picture, c'est un jeu où tu vas devoir donc faire deviner des images à l'aide de plein d'ateliers différents. Cet atelier, ça va être éventuellement du pixel art. Tu auras des petits cubes, tu vas avoir des galets qu'il faudra réussir à aménager pour ça. Tu auras des ficelles, tu auras de la feutrine. Et c'est fou. Il y a un côté un petit peu objet trouvé pour les anciens, qui s'en rappellent, où on te dit, bah, démerde-toi avec ça et fais quelque chose. Et vraiment, tu te dis, genre, ça marchera pas. Et le jeu arrive à créer cette magie à chaque fois. Donc c'est vraiment assez fou. Et d'ailleurs, nous, quand on le fait tester à des gens, à chaque fois, ça fonctionne. Tu vois, alors que le jeu vraiment est passé sous le radar parce que 40 euros, parce qu'à l'époque, ça sort au moment du Covid, parce que c'est très compliqué. Donc voilà, mais Pictures, c'est très très cool. Vraiment, c'est... Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu les jeux marquants pour moi en 2019, on va attaquer les différents prix, à savoir Asdor, Diamant d'Or et Spiel, voir un petit peu ce qui a été nommé, ce qui a gagné et l'impact que ça a, notamment 5 ans après, voir si effectivement les jeux sont toujours là ou pas. On démarre directement avec l'Asdor. Donc l'Asdor, on a eu, il y avait à l'époque encore que 3 catégories, avec enfants, famille qui était la catégorie reine et expert. Et du coup, là, je vous ai mis les gagnants. Donc on a Mr. Wolf, The Mind et le détective. Mr. Wolf a totalement disparu de la circulation. En plus, ce qui est assez fou, c'est qu'il avait avec lui, enfin contre lui à l'époque, la Monstre des Couleurs et Zombie Kids, enfin qui a fait aussi en enfant. Donc du coup, à savoir deux jeux qui se vendent toujours et qui cartonnent, à savoir Monstre des Couleurs et Zombie Kids. Zombie Kids est sûrement, à titre perso, le jeu enfant que j'ai le plus vendu de ma vie. Alors que Mr. Wolf, tout le monde s'en bat les couettes. Et pour moi, je pense que c'est un des plus gros scandales, le plus gros vol de l'Asdor depuis au moins 2019, du coup. Parce que c'est un peu un scandale, à mon sens. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais voilà. On a après, du coup, en catégorie famille, on a dit donc The Mind. The Mind avec une année qui était quand même relativement moins ouf que plein d'autres trucs. C'est-à-dire que là, typiquement, on avait Solenia, L'île au trésor et Shadow Amsterdam à côté. Les 3 autres ont totalement disparu des circulations. The Mind se vend toujours actuellement. À noter qu'à l'époque, il y avait eu un tweet de la part de Oya pour dire genre ah bah on est quand même content d'avoir été nommé, on n'a pas gagné, tant pis. Et le tweet arrive 20 minutes avant le prix. Et du coup, donc c'était assez rigolo, espèce de prank, parce qu'évidemment, il n'avait pas l'info. Donc, plutôt drôle à ce niveau-là. Donc voilà, donc là, une sélection famille qui était quand même relativement faible par rapport à plein d'autres années. D'ailleurs, je pense qu'aucun de ces 4 jeux n'aurait pu gagner une autre année potentiellement, en tout cas des années récentes, parce que je pense que tout ce qui était sorti depuis et nommé sont mieux. Point de vue perso toujours, mais voilà. Et en expert, et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment un espèce de gap assez monstrueux avec pas mal d'années, là, tu as une sélection avec Keyforge, Détective et surtout Spirit Island. Spirit Island, tu es dans du gros expert qui tâche, vraiment, donc en termes de niveau de complexité de la sélection, c'est assez fou. Détective, que j'adore et je trouve que c'est une des plus grosses claques que j'ai pris depuis un paquet d'années, globalement, pareil, et à un niveau assez balèze en termes de réflexion et tout, donc à l'époque déjà, on avait parfois une sélection qui était assez large en experts et tu sentais qu'il y avait un peu tout ce qui rentrait pas ailleurs en termes de difficulté, vu que la famille va rester vraiment extrêmement simple. Donc voilà, est-ce que ça se vend encore? On l'a dit, Mr. Wolf, pas du tout, et Kick a fait un petit peu, Monstre des Couleurs, Zombie Kids, clairement ça se vend toujours. En famille, seul The Mind est resté et se vend toujours très bien. Et pour le coup, en expert, Keyforge a disparu parce qu'il y a eu des trucs chelous, et là ils reviennent un peu maintenant, parce que quelqu'un a racheté les droits. C'est vraiment une longue histoire. Un jour, il faudra en faire une émission quasiment dédiée, parce que c'est un bordel sans nom. Mais par contre, Détective et Spirit Island se vendent toujours, sont toujours bien présents en rayon, et ça fait plaisir. On est quand même sur une belle sélection experte à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'était l'Asdor, et on est content. C'est un bon Asdor. Voilà. Bon, le Spiel. Le Spiel, c'est l'Asdor, mais chez les teutons, globalement. Et globalement, le niveau moyen du Spiel en termes de complexité est plus bas que l'Asdor. D'ailleurs, le Kenner Spiel, qui est un peu le prix compliqué, est un prix connaisseur et non pas expert. Voilà, donc ça sera valable pour toutes les émissions, je le dis maintenant une fois, et vous le savez. Donc, qu'est-ce qui a gagné? Eh ben, alors, à noter qu'en plus, en termes de sélection de jeux, très souvent sur les nommés, on n'en connaît pas beaucoup, parce que c'est des jeux made in Allemagne, et très souvent, on les a jamais vus chez nous. Les gagnants, oui, mais pour le coup, les nommés, pas toujours. En vainqueur, on a donc en enfant, on a la Vallée des Vikings de Wilfried et Marie Fort, qui est un excellent jeu pour le coup de bowling / billard viking. Très très chouette, ça marche très bien avec un matos complètement dingo. Je pense que c'est le jeu à bas que je préfère et que je préférais vendre aussi à l'époque. Donc c'est très cool. Le matos c'est top et tout, donc vraiment très très bien. En catégorie famille, donc le Spiel, la catégorie reine, Wingspan a gagné, c'était vraiment son année. Le jeu a été énormément vendu, plébiscité par mal le monde. J'ai déjà dit ce que j'en pensais avant, donc on peut revenir là-dessus. Mais voilà. Et enfin,
et ça me fait très plaisir, on a eu une victoire de Just One. Et ça, c'est quand même très très cool. Parce que pour moi, c'est juste le meilleur jeu d'ambiance ever. Donc voilà. C'est une bonne année. Ça ne peut qu'être une bonne année si Just One gagne le Spiel. Voilà. D'ailleurs, je dis des conneries parce que Wingspan a gagné le Kenner Spiel et pas le Spiel principal. Parce que c'est Just One, le Spiel principal, et qui dit n'importe quoi. Voilà. Bonne année du Spiel. Et maintenant, le Diamant d'Or. Donc évidemment, si on a eu un bon Spiel et un bon As d'Or, et ben l'année aurait pas pu être si parfaite parce que pour le coup, pour moi, on est sur un des Diamants d'Or les plus faibles qu'on ait jamais vu en termes d'année complète. Dans le sens où Underwater est très bien, il a gagné, et d'ailleurs il a gagné récemment le Super Diamant d'Or, donc le jeu marche très bien. En deuxième, on avait Newton, bon, qui a disparu, mais je trouve le jeu quand même moi, plutôt cool, mais ça, le jeu a disparu complètement. En 3, Préhistorie, c'est un carnage. Le jeu, alors, tout le monde s'en fout, personne ne sait ce que c'est, ça a disparu complètement, c'était bradé, peu importe. Dans la sélection, tu as encore du Gugong, du Coimbra, du Blackout Hong Kong. Vraiment, je crois que toute la sélection, si elle disparaît, ça dérange personne. Parce qu'il y a mieux, il y a vraiment mieux. Donc je trouve que c'est une année qui est assez faible. À noter d'ailleurs qu'on avait fait une rétrospective, là, ici, par là. Je vous mettrai le lien un petit peu en dessous, avec Dimitri pour reparler un petit peu des jeux plus en profondeur. Donc si vous voulez la voir, je vous encourage à y aller. Le lien sera en description directement. Et voilà, donc on est sur une année quand même qui est plutôt cool en termes de prix, si on se réfère aux vainqueurs. Les nommés, pour le coup, en revanche, eux, c'est un peu en dessous. Et ça montre une année pas si incroyable. Sachant que, encore une fois, les jeux nommés et ou victorieux en 2019 sont des jeux du coup de 2018. Parce qu'il faut bien que les gens essayent les jeux avant de pouvoir les sélectionner. Oui, l'année n'est pas la même. Donc, ça sera toujours un peu décalé. Et voilà, on arrive maintenant un petit peu au bout de cette année-là. 2019 vient d'être passé en revue. On a vu les jeux marquants, on a vu les jeux qui ont reçu des prix. À titre perso, si je dois en retenir trois, on va dire, ce sera Barrage, ce sera The Crew et ce sera Détective qui reçoit son prix parce que vraiment je l'aime d'amour. C'est un peu les 3 jeux pour moi qui marquent un peu l'année. Dites-nous en commentaire quel jeu vous avez retenu, quel jeu vous a marqué, quels jeux sont chers à votre petit cœur de ludiste. Voilà, donc merci d'avoir suivi. Merci à tous les gens qui soutiennent First Player sur Ko-fi. Merci à ceux qui achètent leurs jeux sur Ludum. C'est vraiment très très cool. On se retrouve tous les mardis matins maintenant en live avec Anso et Béa pour la matinale sur Twitch, qui sera remis après sur YouTube, mais vraiment en live, c'est très rigolo. Et on va tenter à l'avenir de faire plus de live. Donc ça devrait être chouette, normalement, dans un monde parfait, si je fais pas n'importe quoi. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous, portez-vous bien, et puis à très vite. Et au fait, dites-moi en commentaire si le concept vous plaît. Si ça vous plaît, on fera d'autres années. Si ça vous fait chier, on fera pas d'autres années. Vous voyez, c'est ça un peu le principe. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.